le sujet qui fâche. Hein. Qui est le sujet qui va fâcher Julien, mais Il voilà. n'y a pas que moi, hein. Ça fâche beaucoup Tom Cruise. Hein. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle. Mais oui, elle est exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, on a deux grandes personnes, grands hommes du monde de l'audio et de la vidéo, surtout aujourd'hui, parce qu'on va parler calibrage. On vous l'avait promis, ça fait un bail, et maintenant, on a enfin l'occasion d'avoir Maxime Lemoine et Julien Berry qui sont avec nous. Et donc, du coup, je vais vous laisser tous les deux vous présenter et pour savoir un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui, comment on va s'y prendre et pourquoi est-ce qu'on est là. Merci Sacha. Déjà ravi d'être ici dans ce nouveau showroom que je découvre. Super espace, bravo en tout cas. Donc moi je travaille pour Sony, je suis directeur des ventes pour l'Europe, pour ce qu'on appelle le segment résidentiel. Donc c'est une division au sein de Sony Pro. Et donc le résidentiel chez nous c'est essentiellement la projection home cinéma. Donc c'est la principale. Il y a aussi une partie télé, je crois, c'est ça? Voilà, il y a des écrans, il y a des références professionnelles en fait qu'on utilise aussi dans le résidentiel, qui sont aussi une partie de notre activité. Ouais. Et donc globalement, tous les projecteurs que vous voyez de chez Sony, eh ben, ça passe dans les mains expertes de Maxime pour faire en sorte qu'il y ait des produits qui soient placés partout comme il faut, partout en Europe, dans tous les canaux de distribution possibles. Et donc voilà, donc merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Julien? Bonjour à tous. Quant à moi, je suis consultant, je suis formateur dans le domaine de l'image. Et ce que j'enseigne principalement, c'est l'art de calibrer, qui consiste à faire en sorte que l'image chez le spectateur soit la plus proche possible de celle souhaitée par le réalisateur. Ok. Voilà. Voilà, ça c'est top, c'est quand on a tout de suite la définition exacte, parce que c'est un truc qui est un peu obscur parfois pour certains. Qu'est-ce que le calibrage, à quoi ça sert? Et c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui pour comprendre comment. Alors, on va pas faire une vidéo fleuve sur tout le pourquoi, du comment de toute la technique, mais tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton travail et donc comment peut-être on va utiliser les différents équipements et à quoi correspondent les équipements qu'on a ici. En quoi ça consiste, hein. Il y a encore une vingtaine d'années, c'était pratiquement inédit en France. Hein. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que on a ce showroom qui vient d'être terminé, qui vient d'être réalisé, et on attendait depuis un moment de pouvoir calibrer le vidéoprojecteur qui est un XW7000, qui est une bombe, juste un truc incroyable, une qualité d'image juste, c'est foudroyant la qualité d'image que l'on peut obtenir, 3200 lumens de puissance, 4K natif. Un processeur qui traite l'image mieux que n'importe quel autre vidéoprojecteur dans ce type de gamme, et donc qui permet d'avoir, si en plus on le calibre, d'avoir vraiment la meilleure qualité d'image possible dans sa salle cinéma ou dans son salon. Et donc pour avoir la meilleure qualité d'image, Julien, tu vas calibrer ce vidéoprojecteur avec ces éléments que nous avons ici, notamment l'un d'eux grâce à notre partenaire Sony, qui a cette machine. Oui, on a sorti un peu l'artillerie lourde, hein, il est Voilà. vrai. On calibre non seulement un projecteur, un afficheur, mais surtout une chaîne vidéo. Parce que de la même manière qu'existe la notion de chaîne IFI, il y a celle de chaîne vidéo, et aucun fabricant ne saurait anticiper les autres maillons de la chaîne. Particulièrement quand il s'agit de projection. Quelle toile de projection? Est-ce qu'elle a du gain? Est-ce qu'elle n'en a pas? Est-ce que ce sera plus gris? Est-ce que ce sera plus blanc? Est-ce que la salle elle est sombre, elle est moins sombre? Et puis après il y a les câbles, bien sûr il y a les sources, il y a les amplis AV qui peuvent servir de switch, etc. etc. Donc même le meilleur fabricant qui fait le meilleur matériel du monde ne connaît pas forcément les autres maillons du système. Et puis bien sûr la pièce, l'environnement, c'est quand même le maillon qui est essentiel et que là pour le coup personne ne peut déterminer à l'avance. Donc c'est une chaîne et c'est ça qu'on calibre, et ça ne peut se faire que sur place. Alors bien sûr les fabricants ont fait beaucoup d'efforts, notamment ces dernières années, pour pré-régler leurs images, mais à l'arrivée il y a quand même des éléments qui sont inconnus. Donc il faut venir sur place avec ces instruments de mesure pour pouvoir régler parfaitement à la bonne norme l'image et la chaîne vidéo pour que l'image que vous voyez spectateur soit conforme à celle qu'a souhaité le réalisateur. Et du coup, cette machine-là, cet engin de guerre que l'on a là, Maxime, comment est-ce qu'il est utilisé habituellement Alors là, en fait, on est sur un spectro vraiment de référence dans l'industrie. Donc c'est une propriété de Sony. C'est Konica Minolta qui fabrique ce spectro. C'est le CS2000. Donc c'est vraiment une référence en matière de spectro, comme je le disais.
On a fait l'acquisition chez Sony pour des usages, non seulement comme ici, home cinéma, mais avant toute chose professionnels. Ça veut dire qu'on a calibré déjà des salles de cinéma, des vraies salles de cinéma, cinéma commercial. Aussi pour calibrer des moniteurs de référence, parce que chez Sony, on a toute une gamme de moniteurs de référence qui sont utilisés pour la production, pour la post-production, l'étalonnage, etc. Et donc ces moniteurs doivent vraiment respecter parfaitement, pour le coup, les normes en termes de colorimétrie. Et c'est pour ça que c'est indispensable pour nous d'avoir ce type de matériel lorsqu'on intervient chez certains de nos partenaires, de nos clients, pour pouvoir vraiment respecter les normes, je dirais, de l'industrie. Ici, donc, on a ramené ce Spectro parce qu'on est partenaires ensemble. Ici, on a une super salle, je veux dire, c'est une salle vraiment haut de gamme. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir peaufiner et obtenir le meilleur rendu d'image possible, je dirais. Donc là, on pousse la chose un petit peu loin quand même avec ce matériel-là. Et comme le disait Julien à l'instant, c'est vrai que chez Sony, on fait des projecteurs, des écrans qui, en sortie d'usine, en sortie de... Il y a un banc d'étalonnage, de calibration à l'usine. Donc tout est déjà parfaitement bien réglé, je dirais, étalonné. Mais c'est vrai que chaque salle, chaque environnement a ses propres spécificités, ce qui nécessite de calibrer, d'ajuster, etc. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait toujours appel à Julien quand on fait un salon, parce qu'il est nécessaire de calibrer l'image en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, parce qu'il y aura telle ou telle lumière qui va peut-être un petit peu polluer l'image, ou l'environnement, la couleur des murs, de la moquette, du sol, etc. Tout ça, ça peut influer en fait sur l'image, et c'est pas des choses qu'on peut anticiper en usine. Donc il faut faire du fine-tuning, il faut vraiment ajuster, je dirais, l'image. Donc là, on est sur une démarche vraiment pointue, c'est de la haute précision, c'est de la haute couture presque. Là, on pourrait comparer ça au costume prêt-à-porter, le costume sur mesure. Là, on est vraiment sur du sur-mesure et on vient chercher le petit détail qui va faire la différence. Ok, merci d'être là encore une fois parce que ça va être trop bien. Vous savez pas combien de temps ça fait que j'attends ce moment et qu'on va avoir droit à un calibrage d'exception parce que on a l'homme, la machine, le partenariat, le projecteur, là, voilà, on a tout. Du coup, ça va être top. D'ailleurs, je précise, tu es calibreur d'une part, tu es formateur, tu le disais, Et consultant. et consultant, et c'est toi qui est amené donc ce qu'on appelle l'ISF en France, c'est ça? L'Imaging Science Foundation, créée en 1994, Ouais. et dont la mission a été de former les installateurs, mais aussi les fabricants, de faire un gros travail de sensibilisation, d'évangélisation, on dirait. Et ça a beaucoup contribué d'ailleurs à ce que les fabricants finissent un petit peu par rentrer dans le rang. Parce que c'est vrai qu'il y a encore une vingtaine d'années, tout le monde faisait un peu du n'importe quoi en termes de réglage, alors que leur mission, au contraire, consisterait à faire en sorte que toutes les images soient identiques. Et c'est vrai que l'Imaging Science Foundation a eu quand même pour conséquence le fait que les fabricants, qui aussi participaient aux formations qui sont proposées, se donnent la peine quand même de au moins proposer l'option d'avoir une image qui soit conforme, ce qui il y a encore quelques années n'était pas le cas. Donc d'atteindre un standard de qualité, de reproductibilité qu'on a sur les différents appareils. Et juste, j'ai pensé à un truc ce que tu disais, Maxime, c'est quand par exemple le projecteur sort d'usine, il va être calibré d'une certaine manière pour un environnement donné, en fait. C'est ça, et finalement, on ne connaît pas l'environnement, tout simplement, on ne connaît pas l'environnement dans lequel on va être finalement. Ça reste l'ultime maillon et la grande inconnue. Et surtout en projection, parce que beaucoup de gens partent du principe que le projecteur, c'est un élément qui vit sa propre vie. C'est totalement faux en fait. Il y a vraiment un triptyque, projecteur, toile de projection et ensuite la pièce, qui idéalement devrait s'apparenter à la chambre d'heure d'un appareil photo. Là, on n'est pas très loin, c'est vrai que c'est sombre, On c'est a une un lumière résultat là, qui est très bon. on va l'éteindre Voilà, après. pour les besoins de cette vidéo, bien sûr. On va l'éteindre On après. n'est pas dans le noir. Et puis Maxime a eu très bien fait de rappeler le fait que le calibrage, ça se pratique en salle de cinéma commerciale et en labo de post-prod. Bon, il s'avère que j'ai aussi une clientèle dans ces secteurs. Et là, pour le coup, ça se pratique de façon très régulière. Et c'est indispensable parce qu'il faut bien que tout le monde se mette au même diapason. Faute de quoi, on ne peut pas avoir la même image, effectivement, pour tel film lorsque il est créé, lorsqu'il est talonné, puisqu'en fait, ce sont des décisions artistiques qui sont faites en termes de contraste, de couleur.
par des étalonneurs, par le réalisateur, le directeur de la photo s'en mêle. Et en fait, si tous ces écrans ne sont pas raccordés, tout ce travail est perdu. Et donc ce qui se pratique et finalement depuis peu de temps dans le milieu pro en France, et ben là on le propose aussi pour le spectateur final, pour que chez lui, il puisse enfin profiter de tout ce travail qui a été fait, qui est un travail artistique, mais qui est quand même soutenu par de la technique. Ça, c'est vraiment important, je pense, c'est le côté artistique, la volonté d'un réalisateur. Moi, ça m'a frappé, on installe aussi nos vidéoprojecteurs qui sont parfois à la frontière entre du pro et un usage home cinéma. Dans certains studios de post-prod, donc on installe des vidéoprojecteurs, en plus des moniteurs de référence. Et c'est vrai que le premier souhait des studios de post-prod comme ça, c'est de se dire, ok, il faut que mon image soit fidèle aux normes, parce que moi j'ai des réalisateurs qui viennent, ils ont un souhait artistique, ils ont tel ou tel souhait sur la perception de l'image, je dirais, et il faut que ce qu'on est dans le studio, ça matche vraiment, ça corresponde à cette volonté-là, pour qu'au final, parce que là ça c'est le début en fait, le studio de post-prod c'est le début de la chaîne on va dire, enfin, ça fait partie du début de la chaîne, et ensuite si on n'est pas bon entre guillemets, ou si on est à côté de la plaque dès ce premier maillon, bah, c'est tout le reste en fait qui va s'en suivre. Et ici finalement dans la salle de home cinéma, on est sur l'autre bout de la chaîne, c'est important en fait d'avoir cette calibration qui va correspondre finalement à la calibration initiale telle qu'on pourrait l'avoir en studio de post-prod, pour que toute la chaîne soit vraiment en phase, et que la volonté artistique du réalisateur se retrouve aussi devant l'écran de tout un chacun qui va visionner son film, ce film qui sera fidèle en termes de colorimétrie, etc., à ce qu'a voulu le réalisateur. Donc ça c'est important. D'autant plus quand on parle de salles comme ça, où on repousse les limites, je veux dire, on est sur des machines quand même très haut de gamme, donc c'est pas pour avoir une image qui soit cohérente ou qui soit moyenne, quoi. Aligné avec ce que voulait le réalisateur, parce que c'est souvent de ça, parce que parfois c'est un truc un peu abstrait, on dit oui, là vous reproduisez ce que voulait le réalisateur. Mais en fait, moi je pense à un truc simple, parfois en exemple, pour être plus concret, par exemple vous avez un film, vous avez un noir et blanc qui est noir et blanc. Si vous avez une image qui tourne vers le sépia, l'intention n'est plus la même. Par exemple, tu vois, si tu vas voir certains films vont avoir des couleurs un peu vertes, si ça part sur du bleu, ben là, on n'a plus du tout, on n'a plus le même ressenti par rapport à l'image. On perd le sens de ce que voulait te faire ressentir le réalisateur, le producteur. Ouais. C'est ça. Ce que dit Maxime est très juste en fait. Tout à l'heure j'évoquais la notion de chaîne vidéo, mais en fait cette chaîne vidéo elle commence dès le tournage, dès la captation. Et ensuite, les images, elles sont récupérées, elles sont montées, ensuite elles sont étalonnées, ensuite elles ont vocation à être parfois dans une salle de cinéma commercial, et puis ensuite cette image, elle est véhiculée jusqu'au spectateur. Alors ça peut être par de la télévision pure, ou bien par du streaming, ou bien sous support préenregistré, comme un disque. Et donc effectivement, cette chaîne, elle commence aussi loin que ça. Et ensuite, il y a la chaîne du spectateur, donc effectivement, source, câble, commutation, display, donc afficheur, écran plat ou projecteur, et puis pratiquement jusqu'à l'écran, la toile de projection qui est le dernier maillon. Alors du coup, maintenant que les bases sont installées, qu'on sait pourquoi on est là, comment on va le faire, enfin non, on ne sait pas encore comment on va le faire, mais en tout cas, on sait ce qu'on va faire, on sait pourquoi on le fait. Maintenant, je pense qu'on peut démarrer. C'est la technique au service de l'art. Voilà. Ça, alors c'est clair. parti. Alors, ça y est, je ne sais pas si vous nous voyez bien, sinon vous prenez ça comme un podcast, vous pouvez peut-être même le faire en ASMR, comme ça vous allez entendre particulièrement les voix qui parlent comme ça. L'idée, on est dans le noir, on va calibrer. Alors pour ceux, parce que je sais qu'il y en a toujours certains qui vont dire « Ah mais attends, mais c'est pas assez bien fait, etc. etc. » On est ici en train d'expliquer le processus de comment on calibre et pourquoi on fait ça, d'accord ? Donc, pour ceux qui n'ont pas apparemment la capacité intellectuelle nécessaire pour comprendre qu'on est dans une salle dans laquelle on est en train de faire ça pour vous présenter les choses et que ce n'est pas forcément la version finie, c'est-à-dire qu'on va probablement aussi le refaire aussi ensemble par la suite, eh bien voilà, je vous le dis parce que c'est important que vous le sachiez. Voilà, comme ça, vous avez le disclaimer au début et comme ça, on va éviter toute polémique voilà, stérile. exactement. Voilà. Donc, on est parti. Je vous laisse nous expliquer un petit peu. D'abord, peut-être les appareils, c'est ça ? D'abord, il y a la mise en place, évidemment, des instruments de mesure, que d'aucuns appelleraient instruments de torture, Ouais. puisque ça permet non seulement de régler, mais ça permet aussi d'évaluer
effectivement le matériel et la situation. Ok. Voilà, donc nous avons un générateur de mires, donc, qui, comme son nom l'indique, a pour vocation à afficher des mires, qui sont des images un peu particulières, qui sont un peu des cas extrêmes, qui permettent justement de pousser les équipements un peu dans leur dernier retranchement. Mhm. Et donc, avec un générateur de mires, on sait que l'image ne sera pas déformée, comme peut l'être potentiellement une source, comme un lecteur de disque, qui a ses propres réglages, éventuellement ses propres défauts. Au moins, on a un instrument qui est objectif, C'est celui-là. et on peut lui faire confiance donc, par rapport aux images qu'il va nous donner. Et de l'autre côté, effectivement, on a les instruments de mesure qui font ça de façon scientifique et dont le rôle va être effectivement de quantifier et mesurer la couleur et la lumière. Donc nous avons effectivement le Konica Minolta CS2000 qui est un vrai spectroradiomaître de laboratoire, mais il est un petit peu lent, il est très précis, vraiment à la virgule près. Le revers de la médaille, c'est qu'il est un petit peu lent. C'est pour ça que, dans le meilleur des cas, on peut lui adjoindre un autre appareil qui est un Tristimulus, donc un peu haut de gamme, qui est donc filtré. C'est-à-dire qu'on filtre le rouge, le vert et le bleu, qui sont les couleurs primaires. Et donc lui, il est peut-être moins précis dans l'absolu, mais par contre, après, il est très rapide. Et surtout, il va être cohérent avec lui-même. Donc le but du jeu, ça va être en fait de faire un profilage, c'est-à-dire en fait le spectroradiomaître, qui lui est la référence ultime, va apprendre à l'autre comment se comporter, et ensuite, il va prendre le relais. Et là, on va gagner beaucoup de temps. Alors, c'est pas toujours indispensable, mais c'est un gros plus d'avoir un Tristimulus qui prend le relais. Et même dans certains cas, c'est indispensable, parce que si on veut générer une lutte, bon, ce qui ne sera pas le cas dans le cas qui nous intéresse actuellement, mais si on veut générer une lutte, ça peut parfois prendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mesures. Et là, il faut quelque chose de très très rapide, parce que le spectroradiomaître, dans les basses lumières, il peut parfois prendre jusqu'à 2 minutes d'intégration, ce qui rend les choses impossibles pour un calibrage. Donc en fait, on va bien mettre tout ça en place. On va bien sûr faire en sorte que les instruments de mesure soient bien pointés vers le centre de l'image. Et puis on va apprendre à l'un comment se comporter vis-à-vis de l'autre. Donc c'est parti. On va créer un profil spécifique pour cette salle et ce projecteur et cette toile de projection. Et donc pour ce faire, on crée son profil. On indique que c'est le Konica Minolta CS2000 qui va être le maître en quelque sorte, et que l'autre sera en fait l'élève. Et donc on lance les mesures. Ça veut dire que le logiciel, qui va servir un peu de chef d'orchestre à tout ça, va donner l'ordre au générateur de mire d'afficher les images qui nous intéressent, et bien sûr, aux instruments de mesure, de mesurer les images correspondantes. Et là, surtout, il faut faire le silence, hein. C'est très important. Le mec n'a rien compris. Oui, non. Bah, c'est tout le contraire, effectivement. Quand tu as eu effectivement Trinov Ouais. et Marance, C'est quand effectivement... même plus sympa de pouvoir discuter un peu pendant qu'on fait les... Donc en fait, Hein, au moins on voyait tout ce qui se passait. Vous pouviez faire dans la lumière, par contre le silence était requis. voilà. Là c'est l'inverse. On ne peut pas vraiment nous voir, par contre on peut parler autant qu'on veut. Exact. Voilà, et donc maintenant le spectroradiomaître a mesuré plusieurs couleurs de référence. Et maintenant on va demander au Tristimulus de faire la même chose. C'est parti. Et juste question, parce que ça c'est un truc important quand même. Tu dis, on passe par le Murideo qui est là, qui envoie le générateur, oui. Le générateur. Nous on doit désactiver, si tu l'as déjà fait, c'est ça, tu as désactivé. Est-ce que je ne me souviens pas, est-ce que tu en as parlé? On désactive tous les artifices. Ah, ça c'est quand on va commencer à s'intéresser Ça, à on la ne fait chaîne. pas encore maintenant ici. Oui, là pour l'instant on apprend vraiment autre stimulus, comment se comporter vis-à-vis du spectroradiomaître. Mais ça n'a pas d'impact sur les couleurs qui sont projetées. Ça n'a aucune importance. D'accord, ok. Du moment qu'on est avec le même projecteur, la même toile de projection, la même pièce, Ok, après, toutes les choses seront raccordées. compris. Maintenant qu'effectivement tout le matériel est en place, maintenant on va pouvoir effectivement s'intéresser à la chaîne vidéo. Ce qui nous intéresse. Donc alors ces logiciels, ils sont très intéressants parce qu'en fait non seulement ils rendent les choses beaucoup plus faciles par le biais des automatismes, puisque ça pilote un peu tout ça, mais en plus ils sont très bien faits dans la mesure où ils sont un peu pédagogues. Il y a toute une procédure en fait qui nous prend un peu par la main. C'est comme un wizard. Ouais, exactement, c'est ça. Du step by step et du coup. C'est exactement ça en fait. C'est aussi des vertus qui sont pédagogiques. Et notamment, effectivement, bon, là en l'occurrence on se sert de Kalman, qui est un logiciel effectivement qui est très connu, très utilisé. Il y a un wizard, un workflow spécifique ISF, Imaging Sound Foundation. Il y en a qui sont beaucoup plus basiques,
Ouais. Il y en a qui sont spécifiques à certains fabricants. Par exemple, il y a un workflow qui est spécifique pour la gamme Bravia de chez Sony. Ah, Voilà, je dis ok. pas ça parce que Max est avec nous, hein. uh-huh. Mais voilà, mais c'est un fait. Et puis Effectivement, là, ouais, on a Kalman qui est intégré, enfin en tout cas qui est intégré dans certains écrans Bravia. Enfin, il y a un lien assez étroit qui est fait pour pouvoir peaufiner aussi le réglage d'image sur les écrans Sony. donc on se sert du workflow et puis effectivement ça nous sert, comme je disais tout à l'heure, non seulement tout ce matériel nous sert à calibrer, mais ça nous sert aussi à évaluer une situation. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire un état des lieux avant et après, et ça nous permet de savoir d'où est-ce qu'on part. Est-ce qu'on part de loin ou est-ce que finalement on n'était pas si loin que ça? Mais c'est bien sûr, on ne peut pas le savoir avant D'avoir d'être mesuré. sur place. Voilà. Parfois, dans beaucoup d'environnements pro, bon, il s'avère que j'ai pas eu grand-chose à faire, mais bon, il fallait quand même avoir la certitude que tout soit bon, tout soit aux normes. Donc, de toute façon, il faut quand même venir quoi qu'il arrive. Donc, en fait, on va mesurer un peu, effectivement, le projecteur et puis ses maillons. Et ça va nous permettre d'abord de choisir le meilleur preset, parce que comme vous le savez, quand vous achetez un afficheur, maintenant, il y a le mode référence, le mode cinéma, le mode dynamique, le mode sport. Donc, en fait, pour gagner du temps, on va partir d'une bonne base. Donc on va choisir en fait le preset qui est le plus proche de ce qu'on veut obtenir. Et ça tombe très bien parce que dans ce logiciel, il y a des onglets qu'on peut renommer. Donc en fait on peut prendre plein de mesures, on peut mesurer tous les presets si l'on veut, Après, et puis revenir dessus. tous les comparer d'un seul coup en fait. Alors évidemment, quand on est familiarisé avec les machines, on sait quel est le meilleur preset. Toi, on n'a pas besoin de connaître, de faire les mesures, on sait sur quoi on va partir. Bon, on peut présumer que si on met le mode dynamique, Oui. ou le mode showroom, ça va pas être très bon. Voilà, c'est pas faire injure aux fabricants de proposer ce mode-là. Et on peut présumer également que s'il y a un mode qui s'appelle référence ou qui s'appelle cinéma, bon, ça a des bonnes chances que ce soit le meilleur. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que quand on découvre pour la première fois un matériel, c'est intéressant de tous les tester, notamment que, dans le cadre de mon activité, je suis conduit à me faire prêter du matériel pour évaluation. Pour me familiariser. Bon, évidemment, comme je suis un peu geek, hein, comme vous l'êtes vous aussi, je m'amuse un peu à voir un peu tous les presets, voir comment ça réagit, et puis comme ça, au moins, ça permet d'être très familiarisé quand on va après sur place dans les home cinéma. Et en fait, ce qui me fait penser à dire, quand vous faites appel à un calibreur expérimenté, vous faites appel à un service pour calibrer une image avec un outil de mesure qui est neutre, qui est objectif, mais aussi d'avoir la connaissance, l'expérience et l'expertise de celui qui a déjà fait des centaines de calibrages précédemment, avec parfois déjà des références qu'il a déjà utilisées. Quand tu utilises une référence d'appareil, tu as une reproductibilité, tu sais déjà par avance, tu peux déjà mieux prévoir comment un appareil va se comporter. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps parce que quand on est familiarisé, on sait exactement quels sont les éventuels écueils qu'on peut rencontrer, on sait un peu comment ça réagit. Parfois, il y a des variations d'une année à l'autre, mais quand on est habitué à travailler avec un fabricant, on sait à peu près comment ça va fonctionner. Bon, après, il y a toujours des Alors après, on est là pour mettre des précisions, mais l'idée, c'est... Parce que parfois, on peut se poser la question, on dit, ouais, mais comme tu disais, parfois j'ai moins de trucs à faire, j'ai moins de réglages à réaliser parce que finalement c'était déjà pas mal et en fait j'ai peaufiné la chose. Et en fait, quand quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un peut juste dire du coup t'es venu je vais dire n'importe quoi, une demi-heure et du coup le truc est fait. Oui, mais ce pourquoi on paye, c'est parce que il y a un temps d'expérience qui avance. Ce que l'on paye, c'est pour l'expérience d'avoir le travail qui est fourni de la meilleure manière possible, pas pour le temps passé à faire forcément le travail en lui-même. Et puis avoir la certitude qu'on certitudes. soit parfaitement raccordé aux normes. Et parfois, il peut s'avérer qu'on n'était pas si loin que ça. Ok. Voilà, et ça, c'est le résultat de toute l'œuvre de l'ISF. C'est-à-dire vraiment, depuis une vingtaine d'années, il y a un effort considérable qui a été fait par les fabricants pour avoir des équipements qui sont de plus en plus proches de la norme en tant que potentiel. Il faut déjà que physiquement ce soit possible avec le matériel, mais en plus en termes de réglages disponibles et de presets. C'était loin d'être évident il y a encore une vingtaine d'années. Je confirme là-dessus. C'est vrai que tu parlais du mode référence, par exemple, Julien. Nous, chez Sony, la volonté, c'est on part de nos moniteurs de référence
qui sont vraiment la norme hein, finalement dans le monde de l'étalonnage, de la post-production. Et on essaie de reproduire finalement l'image que délivrent ces moniteurs-là sur nos écrans Bravia ou sur les vidéoprojecteurs. En tout cas, on essaie vraiment de garder la même lignée. Donc en fait, on va prendre un preset, effectivement. Voilà, donc effectivement, le mode référence, c'est un mode qui est très bien. Alors donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une première mesure pour faire un peu un état des lieux. Donc ça va nous indiquer comment ça se comporte en termes de colorimétrie pure, en termes d'échelle de gris ou balance des blancs, en termes de gamma ou de OTF. Bon, on va y revenir à tous ces termes un peu abscons. On va voir vraiment si on a des dérives qui sont importantes ou pas. Donc il y a une première volée de mesures qui va servir à faire un état des lieux. Est-ce qu'on peut dire, parce que là, je ne sais pas si on voit, est-ce qu'on voit l'écran? On voit l'écran de l'autre côté? Non, on ne le voit pas. Donc sur l'écran que l'on voit, on a on voit les différentes couleurs. Et en fait, ce que l'on cherche, c'est à retrouver les coordonnées des différentes couleurs. C'est ça? Chaque couleur, en fait, est quantifiable de façon scientifique. C'est-à-dire, en fait, depuis bientôt une centaine d'années, on a pris à cœur de quantifier chaque couleur par un jeu de coordonnées, ce qui fait que tout le monde peut se comprendre. Si on veut parler, par exemple, du rouge Ferrari ou du rouge Coca-Cola, c'est pas le même rouge, mais on sait que dans les deux cas, on sait exactement à quoi ça correspond sur le plan scientifique. Et c'est précisément ce que mesurent tous ces instruments. C'est ça. Et donc ce qu'on veut, c'est retrouver ces coordonnées-là en fait, sur ce que l'on a devant nous à l'écran. Est-ce qu'on va vous montrer rapidement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble? Ça c'est important, je pense, si on veut simplifier un peu le discours là-dessus. On a ce qu'on appelle ce diagramme CIE. Et puis en fait, voilà, les couleurs vont se positionner sur ce diagramme. Et ensuite, on parle d'espace couleur. Donc l'espace couleur, ça va être... à quel point on va aller loin? Au sein de ce diagramme, voilà ce qu'on est capable, ce qu'une machine va être capable de reproduire. Donc pour ça qu'on parle enfin, Julien en parlera mieux que moi, mais d'espace couleur 709 ou BT20, etc. D'ailleurs, c'est du français, puisque CIE veut dire Commission internationale de l'éclairage. Et oui, on était là. Ça fait partie des trucs qu'on a exportés gratuitement. Et... Voilà, non, mais on a quand même laissé notre empreinte dans le monde du cinéma. Voilà, il faut quand même le rappeler. Donc une fois qu'on a fait un premier état des lieux, ça nous permet de choisir le bon preset. Donc bon, c'est pas la première fois que je viens ici, en fait. Je connais bien ces machines. Donc on a pris déjà le preset qui va bien à la base. On est vraiment très très bien. Et puis on va, alors dans la mesure du possible, désactiver beaucoup de choses qui peuvent se justifier dans certains cas. Je parle de tous les circuits améliorateurs. Alors si on n'a pas la chance d'être dans un bel environnement contrôlé, effectivement, on va dire l'amélioration des contrastes, l'amélioration des couleurs, etc. Si on n'a pas un environnement qui est parfait, la question elle peut se poser. Maintenant, si on est vraiment dans une chaîne parfaitement maîtrisée, tous ces circuits d'amélioration, entre guillemets, c'est le démon, ont plutôt vocation à être désactivés parce qu'on veut préserver vraiment l'intégrité du signal. Là encore, la notion de chaîne vidéo est importante. C'est un signal qui vous est envoyé de très loin, qui parvient jusqu'à votre domicile et qui va ensuite passer par toute une série de câbles et d'équipements. Et ce qu'on veut, c'est qu'à l'image apparaisse le signal tel qu'il est, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, la notion même d'artefact, c'est tout ce qui apparaît à l'image, mais qui ne fait pas partie du signal vidéo. Là, on est vraiment, c'est vrai que la démarche que tu as, toi, Julien, c'est vraiment une démarche, entre guillemets, puriste. On prend l'image brute, sans artifice, entre guillemets. C'est vrai que nous, dans nos machines, dans nos vidéoprojecteurs, on propose différents modes d'image, différentes options qui permettent de modifier un petit peu l'image. Certains vont apprécier ces différents réglages. Ce qui est important, c'est que je parlais d'options, dans le sens où tout est désactivable. Et voilà, à chacun d'apprécier ensuite l'image. Là, on parle vraiment d'une norme, en fait. On parle d'une norme ici quand on fait une calibration, donc une approche très puriste, on va dire. Après, voilà, libre à chacun d'apprécier aussi l'image en fonction de sa propre volonté. Je crois que j'ai un cas concret, un exemple concret que je peux évoquer. Dans ce showroom, parce qu'on a un grand écran, on a un très grand écran, 4 mètres de base, une toile qui est une toile tissée, donc vous avez quand même, quand une toile tissée, c'est une toile dans laquelle il y a de l'air qui passe, donc de la lumière qui passe, donc on n'a pas 100% de la lumière qui est réfléchie dans la pièce, c'est vrai.
Donc on a une perte de luminosité. Et donc avec le projecteur qu'on a ici, on est bien, mais on est un peu limite par rapport à la taille de l'écran. C'est-à-dire on est au segment, voilà. L'idée, c'est qu'on a, par rapport à la pêche lumineuse que l'on a, normalement, on pourrait même aller sur un projecteur plus lumineux, mais après, on s'envole, après, c'est le soleil. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir une superbe qualité d'image, exceptionnelle, avec un rendu qui est extraordinaire en termes de quand on est calibré. Et par exemple, parfois, sur certains contenus aussi, on peut vouloir avoir un peu plus entre guillemets, comme une dynamique supplémentaire sur certains contenus parce qu'ils peuvent paraître un peu plus sombres. Et donc là, c'est, par exemple, que ce soit dans une pièce lumineuse, comme tu le disais, ou sur un écran qui est très très grand, ben, on est fait, quand on réalise un projet, on est pris aussi on fait aussi des compromis entre des équipements et pour dimensionner, que ce soit les performances de chacun des équipements dans la chaîne. Et donc parfois, on va avoir ce petit boost supplémentaire qui va permettre d'avoir quand même quelque chose qui nous paraît éclatant, par exemple dans un sens ou dans l'autre, parce qu'on est habitué aussi, nous, en tant qu'utilisateurs, quand on a une télé ou quand on utilise un contenu, d'avoir quelque chose qui soit parfois qui nous paraisse plus entre guillemets, plus lumineux. Enfin, ça. La question se pose surtout maintenant avec le HDR, Oui. le High Dynamic Range, où là, effectivement, la lumière est le nerf de la guerre. Et évidemment, en projection, c'est très difficile parce qu'en fait, on regarde en projection chez soi des contenus qui, quand même, ont été étalonnés pour l'écran plat, avec des normes lumineuses qui sont très élevées et qui ne sont ni atteignables, ni même souhaitables d'ailleurs, puisque sinon on serait vraiment aveuglé. Donc de toute façon, quand on est en HDR, en tout cas, on sait dès le départ qu'on sera dans le compromis. En SDR, c'est une autre paire de manches parce que on peut atteindre, voire même dépasser finalement les normes lumineuses qui sont en vigueur. Et c'est pour ça qu'on a différents modes d'image aussi dans un vidéoprojecteur. Par exemple, on peut avoir une calibration pour du SDR et une calibration pour du HDR. C'est ce qu'on va faire précisément. Deux choses qui sont scindées, qui sont différentes. Et d'ailleurs, on commence d'abord toujours par le SDR et ensuite, après, on va attaquer le HDR. Et dans le meilleur des cas, si vraiment on a un projecteur qui est très puissant, eh bien on peut vraiment retrouver une sorte de cohérence entre le SDR, Standard Dynamic Range, et le HDR, High Dynamic Range. Par exemple, pour un même contenu, c'est intéressant de pouvoir comparer en fait, sur un même film, en fait, le même clip dans sa version HDR et SDR. Et dans le meilleur des cas, mais ça c'est pas facile à obtenir, on devrait retrouver une certaine cohérence quand on passe de l'un à l'autre. Okay. Voilà. C'est-à-dire que l'image dans sa globalité devrait quand même être pratiquement identique, sauf bien sûr en HDR, dans les cas où on est en dépassement en termes de luminance et puis en termes de couleur affichable. Et donc en fait, il faut savoir être un peu raisonnable avec le SDR, faute de quoi, en fait, l'HDR de l'autre côté ne peut pas vraiment se mettre en valeur. Ok, il y a du headroom. Voilà. Donner du headroom. Tout à fait. Il faut qu'on en ait sous le pied. Donc en fait, c'est une erreur de vouloir mettre la lumière à fond en toutes circonstances. Oui. Il faut savoir être raisonnable en SDR afin que le HDR trouve toute sa justification. Donc là, on fait des mesures, donc justement, donc après avoir fait quelques mesures préliminaires pour déterminer quels sont le mode qui est le plus proche de ce qu'on cherche à obtenir, après avoir désactivé donc la plupart donc des fonctionnalités qui parfois sont autant d'occasions de déformer le signal, alors qu'on cherche justement à s'assurer de son intégrité, et bien alors on va voir ce dont le projecteur est capable en termes de luminance. Donc par exemple, si je mets une image, si je mets un blanc qui est à fond, je vais essayer de savoir ce dont le projecteur est capable. Et donc déjà, en sachant ce dont le projecteur est capable, aussi bien dans sa position lumineuse la plus haute et même la plus basse, en fait, on va savoir à peu près où on en est. On va même pouvoir, j'ai envie de dire, définir une stratégie par rapport au fait qu'on ait justement le cas du SDR et le cas de l'HDR. Donc en fait, il faut savoir être raisonnable et ne pas chercher à être à fond pour le SDR. Faute de quoi, effectivement, le HDR ne pourra pas s'exprimer. Donc là, on peut très bien se balader dans la plage dynamique de la puissance lumineuse. Là, en l'occurrence, c'est la puissance du laser.
Donc par exemple, effectivement, Oh, pardon, on Oui, voit l'écran. Sacha, je t'en prie. Pardon, on voit l'écran. Ok, c'était juste ça, c'était juste pour être sûr qu'on voit. donc là par exemple, bon, là effectivement, là on avait déjà calibré, donc on s'était rendu compte que finalement, bon ça c'était la bonne position pour avoir un SDR qui soit conforme, tout en n'étant pas à fond, et donc ce qui sera le cas bien sûr en HDR. Mais donc là, donc on a bien retenu le chiffre. Mais si on, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut baisser complètement le réglage pour savoir quel est le réglage minimum. Là, instantanément, on voit hein, à l'écran Ouais, Ouais, donc là, on est sur le niveau de puissance minimum. Minimal, comme ça on sait exactement de quelle marge dont on dispose. Ok. Voilà, et à l'inverse, on va aller à fond. Sachant que la norme en SDR, elle est autour de 48 candela. C'est la norme du cinéma numérique, en fait, pour être précis. 48 nits, ou bien 14 Foot-Lambert, si on est aux États-Unis. Ça correspond à la norme traditionnelle du cinéma. C'était le cas déjà en projection film, en 35 mm, en 70 mm. Et bien sûr, le cinéma numérique a conservé cela en tant que norme lumineuse. Et là, on est à fond. Voilà, donc 82, c'est très bien. Si on prend en compte les circonstances, à savoir, effectivement, c'est un écran tissé, c'est quand même une toile de bonne taille. Ça nous permet d'avoir de la marge. Alors évidemment, on ne souhaite pas être à fond. Certains pourraient le regretter. Donc effectivement, on pourrait souhaiter être à fond en SDR. L'ennui, c'est que quand on va passer en HDR, eh bien, en fait, l'image sera globalement moins lumineuse, ce qui va à l'inverse du but recherché. Donc en fait, on va essayer de se caler au plus près des 48 nits. Alors bon, on n'est pas obligé, on peut être à 50, voilà, si on trouve que c'est pas assez puissant, ou un peu plus, voilà. Mais au moins, on sait qu'on a de la réserve pour le HDR. Ça, c'est très important. On est à la moitié de la puissance en termes de sortie laser sur le vidéoprojecteur. C'est pour ça qu'il sert d'avoir un projecteur lumineux et d'avoir plus de. Quand on va pouvoir le contraste plus la lumière, ce qui était chose rare dans les projecteurs au cinéma, du coup, Alors bien entendu, quand on va procéder au réglage colorimétrique, ça va avoir un impact sur la luminosité globale. Il faut savoir qu'on va pouvoir revenir dessus après. Voilà, donc on n'est encore qu'au début. Alors il y a une chose aussi importante, il n'y a pas de filtre dans ces vidéoprojecteurs-là. C'est vrai qu'il y a certains types de vidéoprojecteurs qui utilisent des filtres colorimétriques. D'accord. Et les filtres colorimétriques ont tendance à drastiquement baisser en fait la luminosité du vidéoprojecteur. Ça c'est un point important. Le projecteur Sony, il n'y a pas de filtre. C'est vrai que parfois dans certains cas, c'est un peu fromage ou dessert en quelque sorte. Si on veut plus de couleurs, ça se fait au détriment de la puissance lumineuse. Compris. Donc maintenant qu'on s'est intéressé aux aspects un peu physiques du projecteur, parce que la puissance lumineuse, donc celle du laser, c'est un peu la partie physique du projecteur. L'acte de calibrer, ça consiste aussi à faire en sorte que le signal soit parfaitement reproduit à l'écran. Et donc là, tous les réglages que certains d'entre vous connaissent depuis très longtemps, contraste, luminosité, netteté, couleur, teinte, là ce sont des réglages qui concernent plus précisément le signal, ou comment le signal va être traité en fait par la chaîne vidéo. Et là, il n'y a pas beaucoup de place, on va dire, pour la subjectivité, c'est-à-dire on va optimiser le signal entrant dans la plage dynamique offerte par l'afficheur et en amont par le reste de la chaîne vidéo. Donc ce sont typiquement les réglages de luminosité et de contraste qui vont respectivement s'occuper de la partie sombre de l'image et de la partie lumineuse de l'image. Et ça, ce sont des réglages de placement de signal, en fait. On va essayer de faire en sorte que l'image soit la plus sombre possible, sans pour autant perdre des subtilités dans les basses lumières. Et de la même manière, on va essayer d'avoir l'image la plus lumineuse possible au niveau du signal, sans pour autant perdre des informations aussi qui sont précieuses. Donc, prosaïquement, on appelle ça boucher les noirs et brûler les blancs. C'est ça. Par exemple, quand vous avez une scène dans la neige, vous voulez voir les détails qu'il y a dans les montagnes, etc. C'est le truc classique dans le ciel. On veut que la neige soit la plus blanche possible, mais en voyant les détails. Mais sans que ça se fasse au détriment, effectivement, des subtiles nuances qui sont les plus lumineuses. Effectivement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de triches qui se sont faites dans le passé sur ce critère. Donc pour le noir, effectivement, on va s'assurer que
que la plage d'entrée est la bonne, parce que bon, il existe en plus une version vidéo, une version informatique de plage dynamique. Et une fois qu'on a choisi le bon mode, eh ben, on va s'assurer qu'on voit les toutes premières incrémentations, les grilles les plus foncées. Il ne faut pas qu'ils disparaissent si on met le réglage de luminosité trop bas. Effectivement, si on met le réglage de luminosité trop haut, et ben effectivement là on verra tout, mais là on verra des noirs qui sont gris. Donc on veut l'image qui soit la plus noire possible, mais tout en ayant l'intégralité du signal qui soit présente. Donc ça peut sembler paradoxal, mais pour les noirs, c'est le réglage qu'on intitule luminosité. Donc en fait on va le régler effectivement jusqu'à ce que les premières incrémentations apparaissent. Voilà, et puis effectivement, c'est le brightness qui va jouer. Donc je ne sais pas si ça va se voir à l'image. Là, on doit mieux nous voir en tout cas, c'est mieux. Voilà, donc évidemment, j'exagère à dessein le phénomène. En fait, le brightness, parce que j'ai vu, c'est parfois certains d'entre vous, quand j'arrive chez vous, vous êtes dit, ça y est, je vais faire brightness, c'est la lumière, je vais avoir un projecteur plus lumineux. Mais c'est pas du tout ça. Hein. Non, il faut le dire quand même, parce qu'il y en a qui le font, je retrouve le truc à 99% de brightness. Ils disent que l'image est fade en fait, c'est juste que ça fait. On va avoir. Bon, il y a une raison historique à ça, c'est qu'effectivement, il s'avère qu'en termes de plage dynamique de signal, quand on joue sous le brightness, c'est tout le signal qu'on monte. Alors effectivement, on monte les noirs, mais aussi on monte les blancs. Mais disons que pour ce réglage, on va se caler sur les noirs. Voilà, donc là, c'est peut-être une des seules occasions où vraiment je vais me rapprocher très près de l'écran. Attention les câbles. Et donc il faut prendre garde à ne pas trop marcher sur les câbles. Et là, effectivement, et là, j'en ai vu. On va faire en sorte que les toutes premières incrémentations apparaissent. Voilà, si on voit la première au-dessus du noir et si on peut la distinguer du fond qui lui est noir, eh bien on a gagné en quelque sorte. Alors après, bingo. Le réglage de gamma ou maintenant de OTF peut avoir une influence sur le moment auquel va apparaître les premières incrémentations. Mais ça, on va s'y intéresser un peu plus tard. Et donc, à l'inverse, on va faire le réglage qui concerne la partie haute du signal et qu'on appelle contraste. Là aussi, il y a des raisons historiques à cela, mais ce serait un peu fastidieux de vous les raconter, du moins aujourd'hui. Et là, de la même manière, on va essayer de faire en sorte que toutes les incrémentations soient présentes, mais en ayant l'image la plus lumineuse possible. Donc là, c'est pareil, c'est pas forcément le réglage qui est à fond. Effectivement, donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est un peu de se balader de façon exagérée pour voir un peu comment l'afficheur se réagit en fait. On n'est pas sûr un peu plus, enfin on va un peu au-dessus, un peu en dessous, et après on ajuste. C'est un peu pour avoir le feeling en quelque sorte, de la façon dont ça se comporte. Et qu'est-ce que tu veux voir là à l'écran? Explique-nous qu'est-ce que tu veux déterminer par exemple quand tu vois cet écran-là. On cherche à obtenir l'image la plus lumineuse possible, mais sans pour autant que disparaisse. Et en fait, non mais parce que là c'est un peu, on se dit merde, mais attends, pourquoi tous ces chiffres là, toutes ces lettres? Donc c'est vrai, non, mais on se dit, mais que représentent donc les chiffres et les lettres? Et quel est le résultat que tu cherches à obtenir à un endroit donné parce qu'il y a des trucs où c'est plus simple d'obtenir un résultat qu'à un autre. Et à quel endroit tu vas vraiment avoir la clé de bascule. Plus le chiffre est élevé, effectivement, plus en termes de signal, donc le niveau est élevé. Il y a effectivement une valeur qui est maximale. Et donc effectivement, celles qui sont en dessous vont représenter les plus faibles niveaux de signal, mais qu'on cherche quand même à afficher. Okay. Donc si on va trop haut, eh ben, on ne pourra plus faire la distinction entre ces patchs et le fond blanc, et donc on aura perdu des informations. Là encore, ce qui nous intéresse, c'est que le signal parvienne jusqu'à l'écran final et jusqu'au spectateur. Et on essaie de maximiser. Ce qui est représenté là, c'est la plage dynamique. Parfois, on parle de plage dynamique. Voilà. C'est ça, 0, 255, CS 234, enfin bref, il y en a. En fait, on fait rentrer la dynamique du signal dans la plage qui est proposée en fait par l'afficheur, en l'occurrence le projecteur. Donc en fait, on optimise on optimise la dynamique du signal dans l'électronique par rapport à ce qui est capable d'afficher l'appareil. Exactement, c'est ça. Okay. Ce qui va compter pour toi, là, Julien, c'est au niveau du 234 essentiellement. Là, tout à l'heure, tu faisais apparaître le noir. La valeur vidéo étant 235, la valeur à fond, on va s'assurer qu'on ne perde pas les niveaux
immédiatement inférieur, 234, 233, 232. Alors, il y a des situations où on peut souhaiter aller au-delà, parce que les normes vidéo le permettent. Alors là, c'est un peu un choix qui dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Il y a des cas, effectivement, lors d'émissions en direct, tournées en extérieur, typiquement le sport, où là, effectivement, il existe là aussi un headroom, une marge, et on peut souhaiter qu'elle apparaisse. Maintenant, si c'est de contenu qui est préenregistré, comme de la fiction ou du documentaire, normalement, rien ne doit dépasser cette valeur de 235, qui est une version sur 8 bits. Donc le jeu, là, entre guillemets, en ajustant le contraste dans le vidéoprojecteur, c'est de trouver le bon réglage qui permette justement d'avoir ce 234 qui apparaît légèrement, et au-delà de 234, voilà, ça ne distingue plus le petit carré. Nickel. C'est vraiment une optimisation du signal. Ok. Alors qu'avec la puissance du laser, là, on s'intéressait à des critères un peu plus physiques, en fait. Et maintenant, il y a le réglage du gamma, ou EOTF, puisqu'en fait, maintenant, le gamma ne s'applique plus qu'au SDR. Et là, on va s'intéresser à tout ce qui se passe entre les deux. Une fois qu'on a bien calé son blanc, une fois qu'on a bien calé son noir, donc on sait qu'on aura toute l'image. Après, on va voir comment ça se comporte entre ces deux extrémités qu'on a réglées. Là aussi, ce serait peut-être un peu fastidieux de rentrer dans les détails, mais ça correspond à la façon dont se comportaient nos bons vieux tubes cathodiques, en fait, qui avaient un comportement, on va dire, naturel et physique, du fait de la technologie cathodique. Et alors que tous les afficheurs actuels maintenant sont numériques, et donc seraient presque totalement linéaires, en fait, on est obligé d'artificiellement de retrouver cette non-linéarité, mais qui nous vient du cathodique. Il faut bien comprendre qu'on a pratiquement une centaine d'années de télévision derrière nous qui s'est basée sur une unique technologie, le tube cathodique, parce que même pour la projection tritube, c'était effectivement du cathodique. Donc les normes vidéo qu'on a connues, le PAL, le SECAM, le NTSC, et même la haute définition dans une certaine mesure, ce sont des normes qui se sont définies d'une part sur la vision humaine, et d'autre part sur une seule technologie, du moins à l'époque, qui était le cathodique. Après, ça a commencé à se diversifier. Il y a eu le LCD, le plasma, le LCOS, le DLP, puis en termes de lampe, il y a eu l'UHP, le xénon, le laser, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a encore une époque pas si lointaine, il n'y avait qu'une seule technologie, le tube cathodique, que Sony connaît très bien. Et effectivement, toutes les normes, et notamment, on va dire, le SDR au sens large, ça reste encore bâti sur le cathodique. Sur les CRT. Ça a vraiment été les produits qui ont jeté les bases, tu le disais, sur le SDR, hein, Julien. Après, c'est vrai que récemment, avec le HDR, etc., tout ça a été un peu, pas chamboulé, parce que c'est toujours existant, mais il a fallu revoir un petit peu toutes ces... Les cartes ont été un peu rebattues, en quelque sorte, parce qu'effectivement, il faut bien savoir que la haute définition, même si en France elle n'est apparue vraiment qu'en 2006, c'était déjà une vieille histoire qui remonte aux années 90, ou même avant, parce qu'on a commencé à définir les normes HD plutôt en 87-88. Mais on va dire les premiers tubes cathodiques haute définition, ça date des années 90. Donc en fait, la HD, en fait, c'est quelque chose qui date encore de l'époque du cathodique. Donc nous, en Europe, nous aurions dû avoir la HD en 1995, même si finalement ça a été retardé. Là encore, c'est long story. Les Japonais l'ont eu beaucoup plus tôt. Si vous voulez l'histoire complète, il faut faire la formation. Voilà. Allez, bon. Ça dure 3 jours. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis les Américains aussi, ils ont eu leurs premières images télévisées HD en 1998. Et oui, c'était au siècle dernier. Et donc tout ça, ce qu'on appelle le SDR, avec sa norme colorimétrique de Gamut, le 709, et ben le Gamut 709, en fait, c'était le Gamut qui était possible avec le cathodique. Alors maintenant, après, on est passé donc à l'UHP, au xénon, au laser, et puis après même avec les écrans plats, il y a eu d'autres technologies, et là on a pu aller plus loin. Et donc c'est là où le HDR a trouvé sa justification. Donc là, nouvelle mesure. Donc voilà, donc là on a en fait, quand l'image commence à partir du gris foncé jusqu'au blanc, il va avoir un comportement non linéaire, mais qui va se rapprocher du comportement d'un tube cathodique. En fait, c'est tout le paradoxe.
on a des technologies qui sont numériques, qui peuvent être parfaitement linéaires, mais on est quand même obligé, pour des raisons d'histoire de la télévision, en fait, à reproduire le comportement d'un tube cathodique. Et donc, que ce soit en colorimétrie, donc avec le REC 709 et le SDR, que ce soit en placement du blanc, que ce soit en placement du noir, que ce soit donc en gamma ou en ETF, en fait, on essaie de reproduire le plus possible le comportement d'un cathodique. Ça, c'est vraiment la base, du moins pour le SDR. Donc là, le gamma est mesuré sur une échelle qui va de 10 à 100, enfin du noir au blanc. Oui, le 100, donc le 100, ça représente l'image la plus lumineuse, le 0, ça représente le noir, et puis évidemment, on a une incrémentation régulière. Ça mesure des patchs à intervalles réguliers, ce qui fait qu'effectivement, après, on peut faire de beaux histogrammes, et ça permet de se rendre compte. Donc là, effectivement, là, on est vraiment très bien. Alors on a une ligne jaune qui est à 2,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, on est à 2, on est entre 2. Ça correspond peu ou prou donc à la façon dont se comporte le tube cathodique. C'est ça. Quand on lui met un noir et qu'on va jusqu'au blanc, il ne va pas faire ça de façon linéaire, il va faire ça de façon progressive, mais le noir va décoller, entre guillemets, un peu plus lentement, et puis à la fin, tout va s'accélérer jusqu'à arriver au 100%. Et donc la ligne jaune, c'est la cible, et puis donc, effectivement, la ligne grise, c'est ce qu'on mesure. On est vraiment très bon. Alors idéalement, par exemple, sur un moniteur professionnel, bon ben voilà, au hasard, un moniteur broadcast Sony, on arriverait à un truc super sur la ligne. Là, on est vraiment super bon. Et comme je le disais tout à l'heure, on revient de très loin par rapport à la situation ancienne. Qu'est-ce qui, pour toi, Julien, qu'est-ce qui te permet de dire qu'un résultat ici sur une courbe de gamma est mauvais, moyen ou bon? Bah là, on verra déjà la ligne est à peu près horizontale. Ouais. Déjà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne linéarité. Il peut arriver qu'on trouve des accidents, des choses où ça fait un peu des zigzags. Il y a des creux, des cas. bosses, ouais. Parfois, c'est parce que le blanc et le noir sont pas bien réglés. Alors, des fois, hop, le signal vient se ratatiner en quelque sorte. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui se sont beaucoup améliorées avec les années, en fait. Ok. C'est que, alors il y a réglage de gamma qu'on peut trouver dans les menus. C'est pas parce qu'il y a marqué 2.4 sur le menu du display qu'on va avoir 2.4 à l'arrivée. Parfois, il faut aller à 2.6 sur le menu pour avoir un 2.4 dans les faits. D'ailleurs, dans le menu, on n'a pas vérifié. Là, effectivement, là, on tombe à peu près bien parce que, bon, en fait, on a déjà calibré une fois précédente. On avait un peu joué avec. Voilà, mais effectivement... Ça, c'est les menus qui vous font peur, ça, normalement. Quand vous êtes là, vous touchez pas. Parce que, ou alors, vous apprêtez-vous à pouvoir revenir en arrière, à le remettre en... Donc là, il s'avère que le 2.4, effectivement, souhaité, et qu'on a dans le menu, correspond effectivement un peu au prou à un 2.4, dans les faits. Mais parfois, c'est vrai, il m'est arrivé de devoir mettre sur d'autres produits, de choisir cela ne nous regarde pas. Déjà. De choisir 2.6, parce que je sais qu'à l'arrivée, en fait, c'est un 2.4 qu'on obtient. Ok. Tout à fait. Donc voilà. Alors ensuite, la couleur et la teinte. Alors, paradoxalement, ce sont des réglages qui avaient leur raison d'être autrefois et qui maintenant sont devenus pratiquement inutiles. Ça faisait partie des critères sur lesquels les fabricants aimaient bien tricher pour se différencier de leurs concurrents, alors que leur mission, au contraire, consistait à avoir la même image que celle de départ. Et donc, tous les fabricants auraient dû vous donner une image identique. Mais bon, comme les fabricants veulent montrer qu'ils sont différents de leurs confrères, ils ont déformé le signal dès que leur occasion leur a été donnée. Et justement, la teinte et la couleur, c'était la parfaite occasion d'avoir des couleurs différentes. Là encore, on parle de placement de signal. Bon, pour faire les choses simplement, ce sont des équations à résoudre, en fait. Ce sont des amplitudes de signal à régler, ce sont des équations à résoudre pour qu'on retrouve une image rouge, vert, bleu équilibrée. Il s'avère que maintenant, c'est pratiquement plus la peine d'y toucher parce qu'en fait, il suffit de vérifier ce qui se passe à l'écran. Et effectivement, maintenant, les fabricants, ils ont compris que c'était pas bien du tout de tricher sur ce genre de signal. Notamment le fameux signal des barres de couleurs, ou bien la mire de la SMT, Society of Motion Picture and Television Engineers. Donc ça, bon, pour quiconque à l'œil expérimenté, on peut voir tout de suite si le fabricant il a décidé de faire n'importe quoi, ou bien s'il est bien rentré dans le rang. Maintenant, de nos jours, c'est devenu pratiquement inutile en fait d'y toucher. Alors qu'il y a encore une quinzaine d'années,
Là, effectivement, il y avait toute une procédure que j'aurais décrite qui était nécessaire pour qu'effectivement les équations puissent bien se résoudre et que les amplitudes de signaux soient bien raccords. Mais il faut se rassurer, c'est parce que les fabricants ont trouvé d'autres moyens de tricher avec la couleur. Mais à l'époque, c'était les seuls réglages que les fabricants avaient à leur disposition pour perturber le signal. Puisque rappelez-vous, tout vient du tube cathodique. Voilà. Et après, alors là aussi, l'autre sujet qui fâche, puisque là on parle des circuits améliorateurs, on va dire la netteté, qu'on a tous connu en fait même du temps du cathodique. Là encore, ce serait trop long et fastidieux d'expliquer d'où ça vient et pourquoi. Mais la netteté, en fait, avait sa raison d'être du temps du cathodique, surtout pour le système NTSC qui était le système américain. Donc c'est un réglage qui n'aurait même pas dû apparaître pour nous, Européens. Mais beaucoup de petits futés ont trouvé là une occasion encore de déformer le signal. Maintenant, évidemment, bon, comme ça existe depuis toujours, et qu'il ne faudrait pas que effectivement, les utilisateurs se sentent lésés parce qu'on leur retire cette précieuse fonctionnalité, ça demeure encore au sein des réglages. Je pense que Maxime veut dire quelque chose. Non, c'est vrai que c'est pas un réglage sur lequel on fait particulièrement des ajustements. En fait, le sharpness, c'est souvent avec. Parce qu'on se dit, ouais, tu vas avoir une image plus nette, mais ce qui se passe, c'est qu'on va avoir. C'est l'artefact qu'on va avoir autour des éléments. En fait, c'est ça, on va avoir un détouré des. Dans les faits, c'est ce qui va se passer, effectivement. C'est-à-dire que tous ces circuits, on va dire améliorateurs ou pas, vont quand même introduire quelque chose à l'image qui ne fait pas partie du signal. Et c'est la définition même d'un artefact. C'est ça. Et en fait. Du coup, c'est pas un truc qui est même, enfin, c'est même pas améliorateur, quoi. C'est juste que c'est. Ça peut donner faussement l'impression, de prime abord, que certains détails ressortent. Mais si on commence à s'intéresser vraiment dans le détail à ce qui se passe, et c'est là justement où les mires nous sont utiles, là on va se rendre compte qu'on va introduire des choses à l'image qui ne font pas partie du signal. Donc il y a des mires spécifiques aussi qui servent à identifier ce qui se passe. Et à l'inverse, on peut aussi pêcher en mettant ces réglages trop bas. En fait. Alors il y a certains produits qui sont très sympas, ils savent que quand on est au milieu ou quand on est à zéro, on sait qu'on touche à rien. Ça c'est encore le meilleur des cas. Mais là encore, on commence à rentrer dans la subjectivité et parfois bon, il y a des utilisateurs qui préfèrent que ça pète un peu, etc. Moi ma mission c'est de faire en sorte que le signal reste la plus intègre possible jusqu'à l'affichage. Maintenant, bon, on ne va pas faire la police chez tout le monde. Voilà, non, là on est sur une démarche puriste, objective. C'est vraiment la démarche qui est ici. Après, libre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, libre à chacun d'ajuster, de faire les petits réglages qui. Quand vous nous demandez de faire passer Julien chez vous, vous êtes déjà certain à l'avoir reçu, on vous fait un calibrage. Julien vous fait ça avec tout éteint, tout parfait comme il faut que ce soit dans les règles de l'art. Et on vous dit toujours, en fait, vous pouvez avoir par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, si vous regardez la nuit, vous regardez un film la nuit, les rideaux fermés parce que vous êtes en pièce de vie, vous regardez ça en mode calibré par l'artiste et vous avez un truc qui est nickel, vous êtes en plein jour, ben vous voulez rajouter certains éléments, donner plus de pêche à un endroit ou à un autre. Vous avez le droit de le faire, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais c'est juste que vous sachiez ce qui est censé être l'image, voulu par, encore une fois, le réalisateur. Une fois que vous le savez. Pour illustrer ça, il y a un grand débat autour de l'interpolation d'images. Qui est le sujet qui fâche. Qui est le sujet qui va fâcher Julien. Mais voilà. Il n'y a pas que moi. Ça fâche beaucoup Tom Cruise. Non, bien sûr. Et ça, voilà, c'est une approche en fait qui va être différente en fonction des sensibilités de chacun. Certains vont apprécier une image vraiment type cinéma, les 24 images, qui pour certains va paraître un peu saccadé. Pour d'autres, ça va être la réalité du cinéma. C'est l'image telle qu'on doit la voir. Après, ça, c'est objectivement, oui. Logiquement, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça. Mais sur certaines grandes images comme ça, 4 mètres, pour certains utilisateurs, c'est plus confortable d'avoir cette interpolation d'image. C'est pour ça qu'on a le motion flow dans nos vidéoprojecteurs, qui peut se régler sur différents modes, bas, haut, true cinéma, etc. Donc on a différents réglages. Donc on laisse le choix finalement à l'utilisateur de l'activer, le désactiver, de l'activer sur un mode bas, sur un mode haut. Chacun fait ce qu'il veut finalement. Mais toutes les possibilités sont là et ça s'active, ça se désactive.
Donc c'est vraiment libre à chacun d'utiliser ça comme il le veut. Et voilà, donc ça fait partie des choses qui sont, si on est très puriste, qui ne doivent pas être utilisées. Mais si on a envie d'avoir quelque chose de plus subjectif et juste, entre guillemets, de se faire plaisir avec ce qui nous plaît visuellement, même si c'est pas dans la norme, c'est des choses qui sont... Et qui ne modifient pas totalement tout le signal, enfin tout le message fait par le réalisateur. Par exemple, si on donne un peu plus de fluidité dans l'image, moi je n'aime pas ça, je déteste ça. Moi, voilà. Mais, par exemple, je trouve que ça vaut vraiment le coup pour un match de foot ou un truc comme ça. Là, Voilà, ça, vraiment... si c'est du sport, si on le met il n'y a, dans pas un film, de vision artistique, c'est pas mais faire injure sur un film, à ceux qui ça font ne du sport. va pas forcément changer totalement l'interprétation de ce qu'on avait, contrairement à une couleur par exemple. C'est sûr que ça ne va pas changer l'aspect colorimétrique ou autre. Ouais. Mais oui, en fonction des usages, vous venez de le dire, sur du foot, sur du basket, là où il y a des mouvements très rapides, etc., c'est sûr que, surtout encore une fois sur une grande image comme de la projection, je trouve qu'il y a certains contenus avec lesquels ça s'y prête plutôt bien. Du dessin animé par exemple aussi, je trouve que ça s'y prête pas mal. Voilà. Enfin bon. Après c'est un autre débat, mais en tout cas... Mais après, faut bien avoir en tête que le 24 images par seconde, c'est quand même, et depuis bientôt un siècle, le langage de la fiction. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, c'est la norme. Maintenant, pour du sport, il n'y a pas une vision artistique vraiment à respecter. Non, je disais ça surtout pour illustrer, en fait. Voilà, il y a la norme, et puis après, il y a ces artifices, entre guillemets, qui existent. Mais après, c'est ça, le fait de calibrer ou faire calibrer, ça suppose qu'on est suffisamment cinéphile pour avoir le souci de voir l'image souhaitée par le réalisateur. Ouais, c'est sûr. Voilà, après, c'est une question de démarche. Et ensuite, donc un point très important, c'est ce qu'on appelle la balance des blancs, l'échelle de gris. Et c'est là, effectivement, où les premiers calibreurs se sont fait connaître, puisque c'était des réglages qui, autrefois, n'étaient pas accessibles au grand public. C'était dans des menus usines. Du temps du cathodique, il fallait faire une combinaison de touches dans la télécommande, etc. Pour accéder à ces réglages-là, parce qu'on commençait à arriver à des considérations de bas niveau. Là, effectivement, il y a donc la balance des blancs, l'échelle de gris, c'est-à-dire donc là, s'assurer que la colorimétrie est bonne, puisqu'en fait, une image couleur en télévision et en vidéo, c'est une image noir et blanc, d'abord, sur laquelle vient se greffer une information couleur. Donc déjà, si l'image noir et blanc, elle n'est pas équilibrée, que ce soit dans les noirs les plus foncés jusqu'aux blancs les plus brillants, et ben tout le reste ne va pas suivre. Donc là, c'est vraiment, c'était vrai aussi pour le réglage de OTF ou de gamma, là, si on n'a pas d'instrument de mesure, si on n'a pas de métrologie, si on n'a pas de logiciel, ça ne peut pas être fait à l'œil, de toute façon. À moins vraiment que, pour la balance des blancs, certains étalonneurs, certains calibreurs, mais on a les instruments objectifs pour ça. Et c'est la raison pour laquelle les réglages n'étaient pas d'ailleurs accessibles auprès du grand public du temps du tube cathodique. Maintenant, effectivement, quand le calibrage a commencé à rentrer dans les mœurs, les fabricants ont eu de plus en plus peur de voir les gens accéder au menu usine, où là on peut faire de grosses bêtises. Et donc finalement, de guerre lasse, les fabricants ont fini par proposer ces réglages dans le menu utilisateur. Voilà. Donc en fait, avec l'échelle de gris ou la balance des blancs, on va s'assurer que l'échelle de gris soit respectée à tous les niveaux d'intensité en fait, d'un signal noir et blanc, partant du principe qu'en fait, un noir foncé, un gris foncé, un gris clair, jusqu'au blanc, en fait, c'est la même couleur qu'on va mesurer, mais à des niveaux d'intensité différents. Donc si on n'est pas bon à des niveaux d'intensité différents, eh bien en fait il va y avoir un déséquilibre qui sera visible. Mais en fait on va mesurer la même couleur, c'est la même cible, donc en fait on va s'assurer que la couleur est la bonne à tous les niveaux d'intensité dont on va disposer. Donc évidemment on ne va pas faire tous les niveaux d'intensité, on va faire ça par intervalles réguliers de façon arbitraire. Donc on va lancer une mesure, ça va partir du noir jusqu'au blanc, et on va voir si l'équilibre rouge-vert-bleu est respecté à chacun de ces niveaux. Voilà, donc en fait il y a un petit peu de travail, et là on va choisir arbitrairement, donc un point sombre et un point plus blanc.
puisque c'est ça qui sont permis par les réglages qu'on trouve au sein des menus. Et là, on va faire des allers-retours constants entre une image sombre et une image blanche, jusqu'à ce que, donc, par voie de conséquence, tous les niveaux soient équilibrés. Donc là, on parle de delta E, hein, souvent, Julien, c'est ça? Par rapport à la cible, effectivement, donc si on part du principe que chaque couleur est quantifiable par un jeu de coordonnées, donc abscisse ordonnée XY, effectivement, ce qu'on appelle le delta E, c'est un peu le différentiel entre le point cible et puis le point effectivement mesuré. Donc là, effectivement, bon bah là, on est quand même très proche parce qu'on avait déjà calibré au préalable. Mais effectivement, on va choisir donc deux cibles, une cible foncée et une cible claire. Et donc, on va se baser sur ces deux cibles en fait pour équilibrer le rouge, le vert et le bleu jusqu'à obtenir la couleur de blanc qui est la norme en vidéo depuis toujours, qui est le fameux D65. Voilà, donc là, effectivement... Donc, On est en D55 là, il faudra peut-être expliquer. alors, pourquoi est-ce qu'on a pris des 55? Parce qu'il s'avère que dans ce cas précis, en fait, le D55 était plus proche du D65 souhaité que le D65 qui était dans la machine. Alors, c'est pas forcément de la faute du projecteur, ça peut être effectivement la toile de projection, la pièce qui a introduit une variation, et parfois, eh bien, il ne faut pas toujours croire les menus. En fait. Donc en fait, on est parti de ce point-là, parce qu'en fait, on les mesure tous, on fait des essais, puis bon, effectivement, il s'avère que le D55 était plus près du D65 mesurable. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on prend cette bonne base, un peu comme avec les presets au début du calibrage, et là, on va commencer à régler pour affiner. C'est pour avoir ce blanc qui est un petit peu jaune, finalement. Un peu plus jaune que quand on peut avoir, par exemple, si on monte sur un D75, par exemple, on a une image un peu plus bleue, je crois. Alors ça dépend si on... Il faut savoir que déjà le D65, c'est déjà une norme qui a un peu triché. Ce n'est pas un rouge, vert, bleu qui sont parfaitement équilibrés, ce n'est pas un gris qui est tout à fait neutre, c'est déjà un gris. C'est le soleil, non Non, au contraire, c'est déjà un gris qui tire vers le bleu, en fait. D'accord. C'est-à-dire, on a beaucoup reproché aux fabricants d'avoir une image qui est trop bleue, mais c'était d'autant plus dommageable qu'en fait la norme était déjà un peu trop bleue à la base. Pourquoi ce phénomène? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une image qui est un peu plus bleue elle est plus pétante. Peut sembler plus pétante, effectivement, subjectivement. Et d'ailleurs, certains fabricants de t-shirts, de chemises ou même de dentifrice ne s'y sont pas trompés. On met un petit peu de bleu dans le blanc et hop, c'est éclatant. Exactement. Eh bien, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, comme c'était la technologie cathodique qui était la seule technologie disponible, et bien effectivement, cette techno, elle avait un défaut, c'est que c'était très difficile d'avoir une image brillante avec un tube cathodique. Donc en fait, comme la norme a été calquée sur le cathodique, et bien déjà la norme qui était celle de la vidéo depuis toujours, c'était déjà une norme qui triche. Donc si en prime, on a un fabricant qui remet du bleu pour dire regardez, je suis plus pétant que le concurrent, et bien là, on s'en sort plus, effectivement. Donc le D65, ça correspond à un gris qui est un peu bleuté, et puis en fait, bon, on est comme ça depuis toujours. Donc c'est comme le Rec 709 qui est en fait le gamut colorimétrique du tube cathodique. En fait, on conserve des choses qui appartiennent à un passé pas si lointain. Mais là encore, en SDR, on cherche à retrouver l'image d'un tube cathodique. Ok. Voilà. Donc en fait, effectivement, on s'assure que le rouge, vert, bleu est bien équilibré et on choisit effectivement, tour à tour. Donc là, je vais quand même montrer comment ça fonctionne. On va choisir un blanc qui n'est pas un blanc qui est à fond, mais là, on va dire qui est à 80% par exemple. Et on va se baser là-dessus pour effectivement, et ben là, avec les réglages du display, donc là, on va même en profiter pour un petit peu rajuster. Oui, parce que ça peut dériver dans le temps. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ce que je fais avec mes clients professionnels, comme des salles de cinéma commercial, des salles de vision ou des labos de post-prod, moi j'interviens périodiquement, bon, typiquement une fois par trimestre. Ok, c'est ce que je voulais te poser comme Parce question tout à l'heure. Ouais. Effectivement, bon, c'est du matériel qui tourne toute la semaine du matin au soir. C'est du pro. Voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit. Chez un particulier, c'est peut-être pas la peine de venir tous les trimestres. Enfin bon, si on me le demande, je viendrai bien volontiers. Je viendrai. Mais disons que je gâche que la personne ne va pas regarder ça du matin au soir, du lundi ou du vendredi.
C'est ça. Il faut Voilà. payer, il faut aussi payer cette salle de cinéma. Donc il faut bosser. Voilà, effectivement, voilà. Et puis bon, c'est un vrai outil de travail professionnel. Mais effectivement, même si c'est de moins en moins vrai grâce à la technologie laser, et ça l'était tout particulièrement à l'époque du tube cathodique, et bien effectivement, il peut y avoir une dérive dans le temps. Si c'est encore un projecteur à lampe, la lampe peut vieillir. Et donc effectivement, plus la lampe va vieillir, plus elle va changer de caractéristiques colorimétriques, le spectre va être un petit peu déformé, et donc effectivement, il va falloir réajuster. Et en fait, l'ironie de la chose, c'est qu'en fait, tous ces réglages qui existaient du temps du cathodique, donc brightness, contraste, teinte, couleur, en fait, c'était des réglages qui existaient parce que ça dérivait tellement qu'il fallait, avec les potentiomètres, remettre ça dans le rang. Et l'ironie, c'est que bien sûr, beaucoup de fabricants, en fait, ont vu ça comme autant d'occasions de déformer le signal. Alors qu'en fait, c'était là pour réajuster à cause de ces dérives qui se produisaient de façon très régulière. Donc là, on va s'assurer que le rouge, vert, bleu, en fait, il est bien équilibré effectivement sur les hautes lumières. Une fois que c'est fait, on va passer aux basses lumières, parce qu'effectivement, tout ça, c'est interactif. Si on touche aux hautes lumières, ça risque de déformer ce qui se passe dans les basses lumières, sauf si vraiment on a un afficheur super linéaire, ça peut arriver. Hein. Par exemple, si on prend là encore un moniteur broadcast, par exemple au hasard donc, chez Sony, et ben là, on va se rendre compte que c'est très très linéaire et que finalement, on n'a pas besoin de faire un peu ce petit jeu de balançoire que nous sommes en train de faire. Et donc le point blanc, voilà, va un peu shifter, le rouge, vert, bleu vont s'équilibrer. Et si, normalement, si on a un projecteur qui est plutôt bien fait, plutôt linéaire, et ben le fait d'avoir réglé ces deux points de façon arbitraire, normalement, naturellement, tout le reste doit suivre. Donc ce qu'on fait une fois qu'on a un peu réglé, on refait une petite passe pour voir l'ensemble. Alors là, ça peut sembler, alors pour ceux, si l'interface apparaît à l'image, ça peut sembler ne pas être parfait, mais il faut bien avoir à l'esprit que l'échelle en fait, qu'on a en ordonnée, en fait, elle s'adapte. Donc là, on voit les chiffres, vous voyez, 96, 98, 100, 102, 104. Ça veut dire que vraiment, en fait, le graphique s'est mis à l'échelle, c'est-à-dire qu'on est déjà tellement... Il a zoomé, voilà. Que finalement, ça peut sembler ne pas être parfait, mais en fait, c'est pas grand-chose. Voilà, exactement. Si on était parti d'un display, d'un afficheur qui était vraiment très mauvais, on verrait des choses déformées, sauf que là, on verrait marqué, effectivement, 60, 80, 100, 120, 140. Là, quand on voit 96, 98, 100, 102, c'est qu'on est très très proche, et en fait, on va se dire, bah non, mais j'y arriverai jamais. Mais à une telle échelle, à moins d'un miracle... Encore une fois, c'est ce que le delta E permet de montrer, justement, de traduire. Alors, le graphique qui est un peu plus bas, effectivement, est plus intéressant. C'est qu'effectivement, plus ça se rapproche du zéro, meilleur on est. Et puis, il y a un moment donné où, de toute façon, c'est invisible, en fait, par le commun des mortels. Sauf peut-être certains étalonneurs. C'est-à-dire, un étalonneur, c'est quelqu'un dont le métier, c'est justement... Mais lui ne fera pas appel à toi, d'ailleurs. Si, justement. Si. Oh que si, justement. Okay. Et ils sont très, très exigeants. Ils ont un œil qui est très exercé parce qu'eux, ils font ça du matin au soir, toute la semaine. Ah oui, je pensais, oui, Un étalonneur, c'est quelqu'un dont le métier, c'est de prendre des décisions colorimétriques. Donc en fait, tous les jours, il passe son temps à prendre des décisions. Et donc entre un magenta qui tire un peu sur le vert malgré tout, etc. C'est la base de leur travail. Ils vont le voir tout de suite. Voilà. Mais il y a un moment donné où même un étalonneur ne verra pas, de toute façon. Et à l'œil nu, c'est vrai que c'est les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont l'œil vraiment le plus acéré. C'est assez impressionnant. Tout à fait. Hein. Et parfois, ça m'arrive avec eux de repasser un peu en manuel. Parce que bon, voilà, après, je me remets à leur jugement. Parce qu'en fait, ces gens-là, comme ils font ça du matin au soir, ils ont une exigence que moi-même, malgré mon activité, je n'aurais jamais. Voilà. Donc après, il y a aussi la mesure de l'équilibre rouge-vert-bleu. Alors là, sur plus d'intervalles, effectivement, donc là, on est sur une échelle de 5%. Et là, il va nous dire aussi, à la fois, si on est loin de la cible, en échelle de gris, balance des blancs, et en EOTF, donc plus prosaïquement en gamma.
Et là, effectivement, là encore, il faut bien garder à l'esprit que l'axe des ordonnées se remet à l'échelle. Parfois, Il y a ça... toujours un. parfois ça bloque un peu, mais c'est pas grave. Le logiciel s'en rend compte et cesse de recueillir les données. Donc là, effectivement, on est vraiment pas loin du tout. Là, sans être parfait, ça devient un truc mais qui est pratiquement invisible en fait. Et donc là, on peut considérer que bon, il n'y a plus grand chose qu'on peut faire à ce stade, à moins qu'on passe par la génération d'une lutte. Mais là, on part dans un autre sujet où là, on prend quasiment des centaines et des milliers de mesures, hein, s'il le faut. Si on veut vraiment être à la virgule. Mais déjà, c'est vraiment très bon, effectivement. Là, après, on va s'intéresser au gamut colorimétrique, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs affichables donc par le projecteur. Pas vraiment par le projecteur, ou plus exactement ce dont le projecteur est capable, parce que là, on est encore dans une logique de SDR. Donc en fait, on veut reproduire ce dont un tube cathodique était capable, pour être précis. Et donc là, on va mesurer successivement le rouge, le vert, le bleu. Donc en fait, l'étape suivante consiste à s'assurer qu'effectivement, on ait non seulement le blanc donc qui correspond à la cible, et ça, c'est ce qu'on a fait avec l'échelle des gris ou la balance des blancs, et on va s'assurer effectivement que le rouge, c'est le bon rouge, le vert, c'est le bon vert, le bleu, c'est le bon bleu. Et normalement, si on a les bonnes couleurs primaires, si on a le bon blanc, et si les équations, donc teinte et couleur, donc les équations sont bien faites, et normalement tout l'ensemble des couleurs va être cohérent et va correspondre à la norme. Donc on va s'assurer que le rouge, le vert et le bleu soient conformes. Et donc si le blanc l'est également, et si les équations sont bien résolues, et bien consécutivement, toutes les couleurs vont bien retomber à leur place. Donc ça, maintenant, on est bon. CMS, c'est parfait. Alors maintenant, voilà, si les trois conditions se réunissent, bon gamut, bon point blanc, bonnes équations, ça veut dire teinte couleur, qui nous restitue le rouge, vert, bleu, eh bien, toutes les couleurs retombent à leur place. Donc c'est ce qu'on peut vérifier, notamment par les saturations, du rouge, du vert, du bleu, les primaires, et même du cyan, du jaune et du magenta, qui sont les couleurs secondaires. Alors une fois qu'on a parfaitement réglé en fait l'aspect colorimétrique, on sait que ça peut avoir des conséquences effectivement sur le signal. C'est-à-dire, là encore, le niveau de blanc, le niveau de noir, le OTF, le gamma qui se situe entre les deux. Donc en fait, on va vérifier si le travail qu'on a fait n'a pas eu une influence sur les premiers réglages basiques qu'on a fait en amont. Donc en fait, on reprend, parce que c'est ça le calibrage, ce sont des allers-retours constants. En fait, c'est de la vérification. Donc là, on va regarder effectivement avec le niveau de noir et le niveau de blanc, est-ce qu'on a perdu les patchs? Non, tout demeure à sa place, il n'y a pas de problème. Pour le contraste, c'est pareil. Est-ce que c'est des conséquences? Là aussi, hein, ça témoigne des immenses progrès qui ont été faits ces dernières années par les fabricants. Et là encore, l'ISF a joué un rôle déterminant dans ces efforts qui ont été consentis par les fabricants. Donc je dois reconnaître que plus ça va, moins il y a d'efforts à fournir. C'est vrai, voilà. C'est une bonne chose. Mais il faut quand même contrôler tout ça. Et bien sûr. Il faut quand même s'assurer que tout est bon. Donc là encore, on fait du check, de la vérification en visuel. On fait de la vérification un peu plus métrologique, c'est-à-dire à la mesure, de façon scientifique. Voilà, donc il n'y a pas eu de... voilà, donc au passage, on peut contrôler la luminance globale qu'on obtient. Donc on est légèrement au-dessus. Donc là, au passage, on peut vérifier où est-ce qu'on en est en termes de luminance, puisque le fait de changer la colorimétrie va affecter la luminance obtenue. Donc là, on est encore légèrement au-dessus de la norme du cinéma numérique. Là d'ailleurs, il y a dans le wizard, il y a une page qui est tout exprès
pour vérifier ça. Donc voilà, on est légèrement au-dessous du cinéma numérique. C'est bien d'être un peu au-dessus parce qu'avec le temps, bon, bah, de toute façon, la lumière va un petit peu faiblir, donc on met ça on en a un peu sous le pied. C'est vrai pour de la lampe, hein, pas forcément sur le laser. Le On laser, a, le quand temps même, que ça, on a le temps que ça baisse, quoi. On a le temps, j'en sais quoi, c'est 20 000 heures, t'es à 50%, c'est ça? Oui, encore, ça, c'est pas un chiffre exact, quoi. Mais au bout de 20 000 heures, oui, on commence à avoir une baisse. Ah, ok. En tout cas, le laser est beaucoup plus stable dans le temps. Contrairement à une lampe, ça va faiblir de manière peut-être un peu plus brutale, mais beaucoup plus tardivement. En fait. Ok. Et quand on parle de 20 000 heures, c'est vrai que parfois on nous demande si on peut changer un bloc laser. Finalement, 20 000 heures, c'est plus que la durée de vie. Tu changeras le projecteur avant de changer la lampe. Bien sûr, Ouais. c'est énorme. Très bien. Alors maintenant qu'on s'est assuré que les réglages colorimétriques n'ont pas trop influé, ou si c'est le cas, on a recorrigé, n'ont pas trop influé effectivement les réglages basiques, et bien là, on fait une sorte de capture globale post-calibrage pour s'assurer du bon résultat. Voilà, donc en fait, on peut s'assurer qu'effectivement, toutes les cibles sont atteintes et qu'on a un résultat qui est parfaitement conforme. Alors en fait, on pourrait en rester là, sauf que maintenant, il y a un nouveau sujet qu'on appelle le HDR. De la même manière qu'il y a quelques années, il y avait le sujet de la projection en 3D, puisque dans les deux cas, il faut faire un réglage spécifique qui prend en compte soit la présence des lunettes, soit effectivement les tenants et les aboutissants du HDR, puisque ce ne seront pas les mêmes couleurs qui seront affichables, ce ne sera pas le même EOTF, mais en revanche, il y a des choses qui vont être communes, notamment l'échelle de gris et la balance des blancs. Donc c'est ça qui est beau, c'est que chez beaucoup de fabricants, c'est le même réglage qui est conservé et qui va s'adapter selon la circonstance. Et bien entendu, par un système de métadonnées, le signal va se faire connaître auprès du système vidéo et le projecteur et le système, en fait, ils vont commuter naturellement selon le type de signal entrant. Et donc, une fois que les deux réglages ou les trois réglages sur la 3D seront faits, eh bien la commutation se fera toute seule et va reprendre les choses qui sont communes, comme par exemple l'échelle de grille. En ce qui concerne donc la 3D ou bien le HDR, eh bien on va se servir du générateur de mire justement pour envoyer les métadonnées correspondantes vers le système vidéo et le projecteur, donc en l'occurrence, lui, il va commuter sur un autre preset, mais qui va avoir des choses en commun avec celui qu'on a réglé. Et donc déjà, on va s'assurer dans un premier temps que le projecteur, voilà, c'est effectivement le cas, il a bel et bien commuté en HDR. Et donc ça va nous permettre de faire de l'évaluation. Donc là encore, il y a des wizards qui sont spécifiques. En l'occurrence, on va faire celui qui correspond aux évaluations en HDR. Et on va surtout s'assurer que le tone mapping, donc qui consiste en fait à prendre en compte le fait qu'un projecteur ne peut pas reproduire un HDR d'un écran plat, et tous les contenus qu'on regarde en résidentiel sont des contenus en fait qui sont étalonnés sur des écrans plats, et bien en fait, par construction, le HDR en fait a pris en compte cette notion, et donc ce qu'on appelle le tone mapping, ça va être justement cette espèce de remise à l'échelle qui va prendre en compte que le système ne peut pas parfaitement reproduire le HDR à l'identique. Donc on ne peut pas atteindre 1000 nits en pic de blanc, donc ce n'est ni faisable ni souhaitable d'avoir ça en projection. Et pour les couleurs, on sait qu'on n'aura pas les couleurs monochromatiques du 20-20 parfaites, ultra saturées, bien que maintenant, là encore, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. En ce qui concerne effectivement le XW7000, et bien là, des niveaux de luminosité assez élevés. La distinction qu'il faut faire, c'est que sur un écran plat, sur une dalle, par définition, on est sur quelque chose on est sur quelque chose d'émissif, on a une lumière qui arrive de la dalle justement. Donc on a la capacité de reproduire des niveaux d'intensité lumineuse vraiment très très élevés. Là en projection, on projette de la lumière sur une toile, donc naturellement l'intensité lumineuse elle est moins élevée, moins forte, et c'est ce challenge qu'on a en projection justement pour reproduire des niveaux de luminosité très élevés, d'où le tone mapping pour remettre à l'échelle comme le disait Julien, et donc sur les niveaux
de luminosité les plus élevées ou les plus faibles. On fait cette remise, enfin, le projecteur va faire cette remise à l'échelle instantanément en fonction du flux vidéo qu'il reçoit, et ça permet d'avoir ces variations de luminosité à l'image qui font la nature de HDR. C'est la prise en compte de ce que c'est vraiment faire le projecteur en fait. Voilà, pas la peine de chercher à être plus réaliste que le roi. Voilà, on sait que la machine elle sait faire ça, qu'elle ne peut pas aller plus loin, et ben voilà, et ben on prend ça en compte. On en tire le meilleur. Et puis des équations, effectivement, vont rentrer en jeu, effectivement, pour optimiser le signal, voilà, dans la mesure de ce que sait faire le projecteur. Mais justement, bon, il s'avère qu'avec le XW7000, eh ben, on atteint quand même un galut de colorimétrique tout à fait acceptable, en fait, puisqu'on arrive quasiment au gamut de P3, qui est celui du cinéma numérique. Pas mal. Donc là encore, on va évaluer la situation. Alors pour ce faire, là, on va plutôt mettre la lumière quasiment à fond. Puisque là, effectivement, le principe de HDR, c'est qu'on ait beaucoup de marge, beaucoup de headroom, qui ne servira d'ailleurs que dans des cas bien précis et bien ponctuels, c'est-à-dire les pics de blanc qui vont de temps en temps apparaître dans un contenu. D'ailleurs, dans le jargon professionnel, on appelle ça des spéculaires, parce qu'effectivement, personne ne cherche à avoir des blancs à fond à 1000 nits durant toute la durée d'un film ou bien d'une série télé, d'un épisode, parce que ça apparaît de façon très ponctuelle, sinon ce serait insupportable. De la même manière, dans un contenu, on n'a pas des couleurs à fond tout le temps. Mais c'est comme les explosions dans les films, quand on a des scènes d'action, quand on est dans la dynamique pour le son, on veut pouvoir atteindre certains niveaux, mais une certaine puissance à un moment donné, un certain niveau, mais en fait c'est pas ce qu'on veut avoir tout le temps, parce que sinon c'est infernal. Tout à fait. Et là, par exemple, en l'occurrence, eh bien, effectivement, le logiciel nous indique que qu'effectivement, le tone mapping est plutôt bien réalisé. Effectivement, bon, ce qui est la moindre des choses, puisque finalement, qui mieux que le fabricant, en l'occurrence Sony, connaît mieux la machine et son comportement. Donc, en fait, c'est vrai que parfois, dans une machine, il y a plusieurs tone mapping qu'on peut choisir. Alors, parfois, on peut intervenir dessus. Bon, parfois, on ne peut pas. Et comme il existe plusieurs niveaux de HDR en cible en luminance, et bien parfois il y aura plusieurs courbes qui vont se sélectionner selon les métadonnées qui vont être envoyées dans le signal qui va transiter par le signal en HDMI. Donc là, en l'occurrence, effectivement, on se rend compte qu'on arrive à un blanc qui est tout à fait acceptable. On a quasiment le double du cinéma numérique. Et comme justement, on a été raisonnable en SDR, on va pouvoir passer pratiquement du simple double selon qu'on soit en SDR, en HDR, ce qui fait qu'on devrait retrouver une certaine cohérence entre les deux systèmes. Donc effectivement, là, on atteint 83,4 nits, ce qui est en projection, étant donné la base d'image. Rappelle-nous laquelle dont il s'agit. 4 mètres de base. Voilà, donc c'est quand même considérable, même pour du résidentiel, avec un écran tissé, bien sûr. Voilà, donc finalement, on en a un peu sous le pied quand même, malgré tout. Donc voilà. Mais c'est une raison aussi pour savoir rester raisonnable en SDR. Faute de quoi, c'est un peu du gâchis, parce qu'on aurait une image SDR qui semblerait plus sombre que son équivalent SDR, ce qui est l'inverse de ce que l'on recherche. Donc là, on va quand même faire des mesures, on va voir si le taux de mapping il se comporte bien, au niveau de l'échelle de grille, etc., etc. Et puis après, évidemment, on va valider tout ça en regardant un peu de contenu. Eh oui, surtout, bien sûr. t'as jamais vu t'as jamais essayé la salle. Il a jamais vu son projecteur briller comme ça. Il Ah. a jamais vu. Voilà, donc on a quelque chose de tout à fait acceptable là aussi. Donc là, voilà, on a une échelle de grille qui reste bien linéaire. Donc là encore, on ne peut pas avoir un EOTF, c'est-à-dire un comportement du blanc vers le noir parfaitement conforme à celui qu'on aurait avec un écran plat. Mais là encore, c'est là où c'est le rôle même du tone mapping, de prendre en compte les limites du système de la projection. Si le besoin se fait sentir, on peut toujours intervenir. Là encore, ça dépend de la possibilité qui nous est offerte par l'afficheur. C'est le cas effectivement sur ce projecteur, mais là, en l'occurrence, on a quelque chose de vraiment très très bon, voilà, qui ne justifie pas spécialement qu'on intervienne. Et le temps, je pense, est venu
qu'on vérifie tout ça avec du contenu. Ok, ça je sais faire. Alors, comme on l'a dit au début, en fait, ce n'est pas seulement un afficheur qu'on calibre, c'est une chaîne vidéo. Et comme on veut s'assurer que le signal vidéo demeure dans son intégrité, et bien maintenant qu'on sait que l'afficheur, en l'occurrence le projecteur, il est bien réglé, on va s'assurer qu'en fait le signal reste intègre dans tout le cheminement du signal. Ça veut dire qu'on va faire des vérifications visuelles et métrologiques en amont, c'est-à-dire qu'on va brancher le câble HDMI derrière l'ampli AV qui assure la commutation et on va voir si l'ampli AV n'introduit pas des dérives. Donc là, on vient de le faire, puisqu'on a fait ça au montage. Et donc, on va relancer une mesure pour voir s'il n'y a pas des déformations qui ont été introduites. Voilà. Il y a aussi les vérifications qui sont purement visuelles. C'est-à-dire, bon, typiquement, on regarde si la luminosité et le contraste sont encore bons, à leur bonne place, s'il n'y a pas eu de l'écrasement de signal en fait, parce qu'il faut savoir qu'en fait, beaucoup de ces maillons non seulement peuvent potentiellement introduire des déformations, mais en plus disposent de leur propre réglage. Ça, c'est lié en fait à l'existence de ce qu'on appelle les scalers, qui se sont tellement démocratisés qu'on les trouve maintenant au sein des sources et des préamplis et des amplis AV. Et donc là encore, ce sont autant d'occasions de voir le signal déformé. Donc en fait, on va vraiment s'assurer de la transparence de ces maillons. Donc à la mesure, on a vérifié qu'on était bon. On va voir aussi en termes de placement de signal, donc messieurs, vous êtes mes témoins, si on a perdu quelque chose. Non, c'est bon. Même chose dans l'autre sens. Voilà, on n'a pas de clipping. Donc on est bon. Et on va faire ça à la fin jusqu'à la source. Et donc c'est là où réside l'intérêt des mires situés dans des disques Blu-ray ou même parfois sur une clé USB. Ça permet de voir si le lecteur, lui aussi, introduit potentiellement des déformations. Donc, il y a le fameux Spears on Seal, il y a toutes sortes de disques comme ça. Et donc, on va vérifier. C'est très rapide. On peut peut-être remettre la lumière. Peut-être un peu de lumière pour toi, voilà. Voilà. Ok, donc là, tu vas insérer deux Blu-ray. Tu as deux Blu-ray que tu as avec toi. L'un qui est le... Comment? Dis-moi ce que c'est. Il y a le Spears on Seal qui est très utilisé, qui est dans sa toute dernière version, qui est en HDR. Oui. Et puis il y a d'autres versions qui sont plus anciennes, qui prennent en compte le SDR en fait. Donc en fait, ça sert à s'assurer que le lecteur en tant que tel n'introduit pas des déformations. Donc en fait, ce sont des disques qui comportent des mires. Et donc effectivement, on ne peut pas insérer un générateur de mires dans le lecteur. Donc là, effectivement, il faut que les mires existent sur le support directement. Donc c'est ce qu'on va faire, on va s'assurer que les sources, elles aussi, elles sont conformes et qu'elles ne déforment pas le signal. Donc on va vérifier ça. Ok, parfait. C'est parfait. Voilà. Et donc là, on s'assure que là aussi, le signal demeure dans son intégrité. Bon, c'est pas très long et fastidieux, hein, ça c'est vraiment une vérification visuelle, essentiellement. Donc voilà, c'est bon, il n'y a pas d'écrasement de signal, donc plus prosaïquement, il n'y a pas de blanc brûlé et de noir bouché. Nickel. Donc voilà, le signal est intègre jusqu'à l'afficheur. Donc on est bon, on peut maintenant passer au contenu. Splendide. Pour vérifier ça aussi, parce que ça fait partie du processus de vérification. Splendide. On vérifie le contenu. On vérifie, donc... Dagger attack. Tomahawk's airborne. No turning back now. Daggers, assume attack formation. Nickel. Top. Donc on a fait... Alors, cette vidéo aura duré plus longtemps que prévu. Certains passages seront coupés parce que il faut quand même, pour que ce soit quand même digeste à prendre. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a Julien qui fait des formations. Tu fais une formation qui est bientôt prévue pour le calibrage. Ça dure 3 jours, donc ça explique un peu le côté un petit peu longuet Et de voilà. la chose. Donc, tout ça, comme ça, si vous en doutiez, vous avez pu voir que Julien peut aller profondément dans toutes les informations du logiciel, du pourquoi, du comment, de l'histoire et tout ça. Et c'est ça ce qui est vraiment génial. Et c'est aussi ce qui est génial dans le fait, lorsqu'il vient chez vous, lorsqu'on fait, nous, des installations comme celle qu'on a ici notamment, donc sur le configurateur, les configurations Ultimate,
on vous intègre. Julien Berry est livré avec l'installation. Alors, vous ne le gardez pas, d'accord, mais il va venir heureusement, vous les faire pauvres. Non, mais vraiment, je l'ai fait plusieurs fois avec Julien. On est allé chez certains d'entre vous, si vous regardez, si vous êtes client chez nous. Eh bien, c'est toujours un truc qui est génial parce que tu as toujours un truc à raconter sur l'histoire, sur ton histoire aussi, sur des trucs que tu as vécu à travers tes différentes expériences. Et c'est super, super intéressant. Et ce qui fait que l'expérience du calibrage avec Julien, c'est pas juste d'avoir le calibrage. Certes, ça, c'est déjà un truc qui est génial et d'être sûr d'avoir l'expérience, l'expertise qui va derrière et donc le savoir profond, puisque pour pouvoir apprendre, enseigner quelque chose, il faut savoir le maîtriser de fond en comble. Et ça, vous l'avez compris, il le fait. Mais c'est aussi d'avoir une relation qui va plus loin que simplement juste de dire « Ok, je pose la machine, je fais un truc, je me tire ». Vous allez pouvoir poser des questions, pourquoi, comment tout ça fonctionne. Et je trouve ça génial. Donc merci de faire ça pour nous dans les configurations Ultimate, sur le configurateur. Et donc si vous le voulez, vous avez aussi un lien là quelque part qu'on vous met autour quelque part dans la page pour avoir un calibrage fait par Julien Berry en personne. Et puis merci Maxime d'être venu, d'avoir fait en sorte qu'on puisse avoir ce matériel de folie, aussi bien le vidéoprojecteur, d'avoir fait nous avoir aidé à faire cette salle parce que ça a pris du temps à réaliser. Je suis content que ça te plaise. Et Merci à toi Sacha, encore bravo à toi et à tes équipes pour la salle. Ce qu'on vient de voir, c'est assez exceptionnel et on est vraiment sur du haut niveau, donc bravo. Ça a le mérite de mettre en valeur nos produits merci. Et voilà, c'est super pour nous de voir ça en tout cas. Merci, je suis ému, je suis enchanté de vous avoir reçu et de voir pu enfin avoir ce calibrage et le matériel utilisé à son optimum aujourd'hui. Voilà, et si vous avez, donc comme je vous le disais, donc ça c'est juste le dernier instant de promo et après vous pouvez filer dans votre chambre. Vous avez un lien si vous voulez acheter un XW7000 quelque part, vous pouvez le commander. Le calibrage Julien Berry, c'est aussi là. Si vous voulez une installation comme celle-là, c'est aussi en dessous, quelque part dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder des vidéos, à ne pas être abonnés et pourtant vous revenez régulièrement, petit filou. Et surtout aussi regardez sur la chaîne AVCP Shop. Putain, il y en a beaucoup des trucs maintenant, hein. AVCP Shop, vous avez plein de produits qu'on vous montre, qu'on vous explique en plus rapide que ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo, mais qu'on vous explique tout et dans laquelle on va vous donner tous les secrets pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà. Merci beaucoup encore les gars d'être venus. Et je vais maintenant pouvoir vous libérer parce que Maxime était vraiment super sympa. T'as loupé un rendez-vous, je crois. Donc voilà. Décalé, ça va bien se passer. C'est cool. Prenez soin de vous. On dit bye bye quoi. Voilà, bye bye. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. À bientôt.